Alexandre, bonjour. Salut Pierre. Aujourd'hui, on parle d'Aristote. Il fut l'élève de Platon, qui lui-même fut l'élève de Socrate. Donc déjà, on a là une filiation unique dans l'histoire de la philosophie. Et il fut aussi le précepteur, le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc, il côtoie l'inventeur de la philosophie et peut-être le plus grand guerrier de l'Antiquité. Donc déjà, Aristote, c'est un destin unique. C'est d'abord un philosophe, mais aussi un vrai penseur polyvalent. Peut-être le polymathe ultime. Il aborde et améliore tous les domaines de son temps. La biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la rhétorique et même l'esthétique et le théâtre. Sa pensée influence fortement Thomas d'Aquin, la scolastique et donc, quelque part, tout le christianisme catholique. Si on voulait simplifier sa pensée à l'os, on dirait que, par opposition à Platon, c'est une philosophie de la vertu, du bon sens et du juste milieu. C'est quelqu'un, Aristote, qui rend la philosophie plus sympathique et qui même donne ses premières lettres de noblesse à la pratique et à l'expérience. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques aspects de sa philosophie. On va faire 4 vignettes sur l'esthétique et le théâtre, la métaphysique, l'éthique et la justice. Donc d'abord, rapidement, l'esthétique et le théâtre. À cette époque, il y a une effervescence folle autour du théâtre. Tous les soirs, 10 000 spectateurs qui regardent des tragédies au théâtre. Sophocle, Euripide et Échille sont des stars et c'est quasiment l'équivalent contemporain tous les soirs d'une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a une vraie effervescence folle autour du théâtre. Donc Aristote, en bon curieux, est fasciné par ça et il analyse. Donc, l'analyse d'Aristote sur le théâtre, qu'est-ce que c'est ? D'après Aristote, le succès de la tragédie tient à la catharsis. Ça veut dire l'épuration des passions. Alors il y a différentes interprétations de cette catharsis. Soit ça peut vouloir dire, interprétation physiologique, on évacue les mauvaises humeurs. C'est une purgation en fait. Donc quand je vois une tragédie, je sympathise avec le héros ou l'héroïne qui est malmené par les dieux, par un destin fatal. Autrement dit, j'ai peur pour lui ou j'ai peur pour elle et je suis plein de pitié. Voilà. D'après Aristote, les deux passions principales qui saisissent le spectateur quand il regarde une tragédie, c'est ça. C'est la peur et la pitié. Et une des interprétations consiste à dire qu'en vivant pour de faux dans le cadre d'une représentation théâtrale, cette peur et cette pitié, c'est comme si on s'en débarrassait. Et grâce à la pièce de théâtre, on sort du théâtre plus léger. Autre interprétation, elle consiste à dire qu'en fait, en éprouvant comme ça de la pitié et de la compassion, c'est comme si le spectateur exprimait et cultivait sa générosité. Parce que la peur pour quelqu'un d'autre que soi et la compassion pour la douleur d'autrui, c'est quelque chose de moral. Voilà. Comme si le spectateur, il se regardait, en même temps qu'il regarde la pièce de théâtre, il se regarde lui-même en train de se dire quand même, qu'est-ce que c'est beau de pouvoir être touché par ce spectacle et d'être généreux comme je le suis, d'être plein de compassion et de peur pour un autre que moi. Voilà, je suis un chic type et une chic fille. Et donc ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Ça nous rappelle la théorie de Kundera sur le kitsch, n'est-ce pas ? Exact. Le kitsch, d'après Kundera, il en parle dans son roman « L'insoutenable légèreté de l'être », c'est une double émotion. Il parle, lui, de 2 larmes. Et seule la deuxième larme fait que le kitsch est le kitsch. La première larme, la première émotion, consiste à être ému par un spectacle. Et il y a un kitsch pour tout, un kitsch du communisme, un kitsch du libéralisme, etc. Donc je suis d'abord ému par un spectacle. Mais le kitsch n'est le kitsch que si cette première émotion est redoublée par une autre, qui fait que je me regarde en train d'être ému, et c'est ça qui me touche le plus. Et c'est là que je me dis, c'est vraiment extraordinaire et moralement très noble et très pur d'être comme moi aussi sensible à ce spectacle. Voilà, je me regarde en train d'être touché, et donc il y a quelque chose de très vaniteux là. Donc le kitsch, c'est être ému d'être ému, c'est mettre en scène de manière un peu grandiloquente sa propre émotion. Et ça, tu as l'impression qu'Aristote l'avait déjà un peu pressenti dans sa deuxième analyse de pourquoi les gens aiment
tant que ça le théâtre. À vrai dire, non. C'est une interprétation que j'aime bien, D'accord. mais Aristote, c'est pas un moraliste, au sens des moralistes du XVIIe comme La Rochefoucauld, etc. Lui, il reste un philosophe rationaliste. Et donc, l'interprétation la plus correcte, sans doute, celle qui colle davantage au texte et surtout à ce qu'on sait de la doctrine morale d'Aristote, c'est que lorsque je suis spectateur d'une tragédie, j'appréhende les actions humaines qui se déroulent dans la pièce dans la perspective d'une nécessité. Et quand je les appréhende comme un processus logique, mécanique, qui se déroule logiquement sous mes yeux, il y aurait un effet cathartique. Comme si la conceptualisation rationnelle mettait à distance le tragique, fatal et terrible auquel j'assiste. Donc, il y a ça, et il y a aussi qu'il pense qu'on a un stock d'émotions fini, qu'on épure et qu'on affine en allant souvent au théâtre. Alors ça, c'est la première interprétation que j'ai proposée. Les spécialistes d'Aristote privilégient la dernière. Voilà. La thèse physiologique, elle est contestée. Alors, à vrai dire, dans la poétique, quand Aristote nous parle de la catharsis, ça fait 10 ou 15 lignes, quoi. Donc, il n'en dit pas assez. On pourrait s'autoriser à interpréter l'épuration des émotions, des passions, en termes de purgation. Mais voilà, les spécialistes, encore une fois, ne privilégient pas cette interprétation. Ok, donc ça, c'est la catharsis qui est un concept intéressant. La deuxième clé de voûte de son analyse du théâtre, c'est la mimesis. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'il nous explique là ? À vrai dire, ça dépasse le théâtre, ça. La mimesis, ça concerne toutes les œuvres d'art. Alors, qu'est-ce que c'est que la mimesis ? On la traduit parfois par l'imitation. Aujourd'hui, on préfère peut-être dire représentation. C'est une manière de présenter une deuxième fois les choses. Cette même mimesis était condamnée par Platon. Parce que, aux yeux de Platon, l'œuvre d'art mimétique, elle représente l'apparence des choses. Et donc, elle nous détourne de la recherche de la vérité. Mais aux yeux d'Aristote, la mimesis devient louable, et non pas condamnable comme chez Platon, parce qu'elle est la représentation de l'essence des choses. Donc lui, il interprète la mimesis comme un acte de connaissance. Pour lui, une œuvre d'art, quand elle est réussie, évidemment, il y a des œuvres d'art ratées, mais quand l'œuvre d'art est réussie, elle nous permet de mieux appréhender le réel. Ce n'est pas pour nous une occasion de nous échapper du réel, de nous en divertir, c'est au contraire une manière de mieux connaître l'essence des choses. Voilà. D'accord. Ok, donc là, on a un aperçu de la vision esthétique d'Aristote. Ah, et pour terminer, si tu permets, juste un petit mot sur la poétique. J'ai dit qu'il parlait de la catharsis et de la mimesis aussi dans la poétique. Et il faut que je précise simplement qu'est-ce qu'il entend par poétique. Il distingue ici la chronique historique de la poésie. Pour lui, la poésie, c'est pas forcément ce que nous, on entend par poème. Poiesis, de toute façon, en grec, ça veut dire la fabrication. C'est une production. Mais nous, quand on pense poésie, même s'il y a des poèmes en prose, on pense une versification, ce genre de choses. Lui, il appelle poésie une représentation des choses dans la perspective de la nécessité. Elle tombe très bien, cette sirène. Je répète, une représentation poétique, c'est présenter les choses qui sont en réalité contingentes. Elles pourraient toujours être autres que ce qu'elles sont, comme si elles étaient nécessaires. C'est ça qu'il appelle la poésie, et distingue ça de la chronique historique qui rend compte de la contingence des actions humaines et du fait que parfois on a le choix entre différentes options, ce qu'il appelle des futurs contingents. Voilà, il nous arrive d'être à la croisée des chemins, au carrefour des possibles. Là, j'ai besoin de faire un petit stop. Je crois que ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire, ce passage du contingent, donc du non nécessaire au nécessaire. Donc, un exemple concret de ce que serait ça et en quoi c'est de la poésie. Est-ce que tu peux en donner un qu'on comprenne ce que ça veut dire ? Ce que je peux dire, c'est qu'il remarque que dans une tragédie, par exemple, et exemplairement dans une tragédie, la fatalité qui s'abat sur le héros ou l'héroïne, qu'il s'agisse d'Œdipe ou d'Antigone, c'est quelque chose dont le scénario
est limpide en termes de causalité. On voit bien que, c'est pour ça qu'il y a différents actes dans une pièce de théâtre, et on voit bien que l'acte 2 est déterminé par le premier acte, que l'acte 3 est déterminé par le deuxième, et que quelque chose comme une mécanique est à l'œuvre, mais une mécanique implacable, qui ne laisse pas d'issue de secours, quoi. Et le cas, enfin, ce que la tragédie met en scène, c'est précisément des tentatives pour échapper à cette fatalité qui ne font que, je ne dirais pas la précipiter, mais qui ne font que, de toute façon, réaliser cette fatalité comme si les réactions et les tentatives d'échappatoire étaient elles-mêmes prévues par le livre des destinées. Je crois que je comprends. Ça veut dire que pour lui, une tragédie réussie, c'est pas simplement souffrir, avoir mal au ventre, être blessé, être déçu. Il faut que le spectateur comprenne que c'est implacable, que c'est le destin, qu'il y a une fatalité mécanique qui se met en jeu. Et quand le spectateur comprend ça, il est saisi et ça devient une tragédie réussie. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Et en même temps, parce qu'il comprend, le plaisir de comprendre, ou le fait de mettre ça en concept, d'en avoir une représentation rationnelle parce que logique, causalement impeccable de A à Z, mais un peu à distance. Donc, je vis la peur et la compassion, mais elles ne sont pas émotionnellement pures dans le cœur du spectateur. Parce qu'il est aussi, en tant qu'il est doué d'intellect, en train de comprendre ce qui se passe. Et là, les compréhensions peut-être met à distance et fait œuvre de catharsis. Chez les spectateurs, la catharsis, dans ce cadre-là, c'est donc peut-être même le plaisir de deviner, d'anticiper, de connaître déjà la fin, de prendre un certain plaisir à connaître la fin, et même si on la connaît, le spectacle tragédique reste très agréable. Oui, c'est très possible qu'Aristote le conçoive comme ça. Alors, il ne le dit pas explicitement, mais c'est très possible. Il insiste tellement dans la poétique sur la nécessité, enfin, le plaisir qui est pris à envisager les choses, à les appréhender dans la perspective de la nécessité, qu'on pourrait dire très exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand le spectateur est capable même de prévoir ce qui va arriver, peut-être qu'il a la satisfaction de découvrir qu'il a raison, qu'il a bien compris la mécanique à l'œuvre. Et en tout cas, oui, c'est dans ce cadre-là qu'une tragédie est réussie. Mais c'est pareil en cinéma, il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre. On devine dès le début ce qui se passera à la fin. La fin arrive, on n'est pas surpris, mais on prend quand même beaucoup de plaisir. Sans doute. Et ce côté mécanique un peu implacable de la tragédie, c'est déjà ce qu'on trouve dans le cinéma, enfin, c'est déjà ce qu'avait analysé Aristote. Oui, et exemplairement, quand on va voir un film d'horreur, on sait qu'on va voir des horreurs. On sait que les gens vont se faire zigouiller. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Et en plus, il y a des genres. Si je vais voir un film gore, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'hémoglobine. Et c'est parce que je vois ce à quoi je m'attends que je peux être satisfait. Et comme pour le spectateur grec il y a 24 siècles, assistant à une tragédie, je prends plaisir à avoir peur, à me faire peur pour de faux. Et oui, il y a aussi de la catharsis quand je vais voir un film d'horreur. D'accord. Ok. Si tu le veux bien, passons à la métaphysique d'Aristote. D'accord. Fait rapidement. Hein. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, donc je vais essayer d'être bref. Avant de parler de la métaphysique, il faut que je parle brièvement de la physique. Parce que le mot n'est pas lui-même inventé par Aristote. Aristote, lui, il parle de philosophie première. Il parle d'ontologie, donc philosophie de l'être en tant qu'être, ou de théologie, philosophie de l'être en tant que Dieu. Et ontologie plus théologie, ça compose ce que nous, on appellerait la métaphysique, ce que Aristote lui-même appelle la philosophie première. Bon. Alors, métaphysique, ça vient d'une expression grecque, méta, ta, physica. Littéralement, ça veut dire après la physique. Ça vient de Andronikos de Rhodes, qui était un des éditeurs dans l'Antiquité, un des éditeurs de l'œuvre d'Aristote. Et Andronikos a compris que certains bouquins prenaient place, devaient être lus après la physique. Donc c'est lui qui a donné le titre métaphysique. Alors quelques mots sur la physique. La physique,
Bon, littéralement, c'est une philosophie de la nature. Physis, en grec, c'est la nature. Aristote est d'accord avec Héraclite. Il constate que dans la nature, en tout cas dans la nature sublunaire, dans la région terrestre, qui distingue de la région céleste, supralunaire, toutes les choses sont en mouvement, mais en mouvement imprévisible parce que irrégulier. Donc il y a du mouvement partout. Et la tentative d'Aristote, c'est de rendre compte de ce mouvement. Et il le fait en envisageant 4 causes. Il te dit, à chaque fois qu'une chose est présente dans son mouvement, c'est que 4 causes sont à l'œuvre. Une cause matérielle, une cause formelle, une cause efficiente et une cause finale. Alors l'exemple privilégié qu'il donne, c'est celui d'une statue de la déesse Athéna. Mettons qu'elle est en bronze. Sa cause matérielle, donc la matière dont on est composé, c'est le bronze. Sa cause formelle, donc la forme, l'allure générale de la statue, c'est la figure de la déesse. Sa cause efficiente, ou sa cause dite extérieure, c'est le sculpteur. C'est lui qui a produit cette représentation de la déesse Athéna. Et la cause finale, qui est sans doute la plus importante aux yeux d'Aristote, c'est le but que le sculpteur avait à l'esprit. Soit rendre un culte à la déesse, soit peut-être l'appât du gain, parce qu'il espère revendre cette statue, qu'importe. Mais il y a un but, il y a une finalité à l'œuvre. Ça, c'est très important. Aristote propose une philosophie finaliste. Pour comprendre pourquoi les choses sont en mouvement, il faut comprendre vers quoi elles tendent. Quelle est la finalité qu'il travaille de l'intérieur pour engendrer du mouvement, du changement. D'accord. Bon, je vais parler brièvement de l'ontologie et très brièvement de la théologie. Il considère que l'être se dit en plusieurs sens. Et il propose 10 catégories. Parce que quand je parle de quelqu'un ou de quelque chose, je peux en parler selon le lieu qu'il occupe, je peux en parler selon le temps, c'est-à-dire à quelle date il s'est passé chez lui ou il a fait telle chose, je peux en parler selon la qualité, je peux en parler selon la quantité, etc. Et il distingue comme ça 10 catégories. Donc la métaphysique chez Aristote, c'est pas exactement ce qu'elle deviendra chez quelqu'un comme Kant. Quand Kant, au XVIIIe siècle, parle de la métaphysique, pour lui, la métaphysique concerne la question de savoir si Dieu existe, la question de savoir si l'âme est immortelle, la question de savoir si nous sommes doués de libre arbitre. Bon, ce sont des choses qui dépassent la physique, parce que je ne peux pas observer au microscope ni Dieu, ni l'immortalité de l'âme, ni même le libre arbitre. Bon, ça c'est dans la perspective kantienne. Mais ce n'est pas comme ça qu'Aristote envisage la métaphysique. Pour lui, il s'agit de faire une sorte de catalogue des manières d'être de tout ce qui est réel. D'accord ? L'ontologie, c'est la science de l'être, mais universelle, c'est-à-dire de tout ce qui est. Et il faut saisir une chose selon sa nature et selon certaines perspectives qui nous permettent de l'envisager. Sa métaphysique, elle est assez proche de la physique. Ça ressemble un petit peu à des sciences naturelles. Un peu, même si lui, il distingue la philosophie seconde, donc les sciences naturelles, ce qu'on appelait encore la philosophie naturelle, même à l'époque de Newton, au XVIIe siècle, quand on dit philosophie naturelle, en fait, ça veut dire science physique. Lui, il parle de philosophie première, mais oui, on n'est pas loin d'un catalogue naturaliste. D'accord. S'agissant de la théologie, alors, j'ai dit tout à l'heure que tout était en mouvement. Et rien n'est achevé, c'est-à-dire que rien n'est parfait. Là, il faut que je dise un mot d'une distinction qui est très importante chez Aristote, c'est la distinction entre l'être en acte et l'être en puissance. Pourquoi les choses sont en mouvement ? Parce qu'elles ne sont jamais achevées. Elles sont toujours en train d'actualiser ce qui est en puissance en elles. Donc, l'être en puissance, c'est du potentiel. L'être en puissance, c'est la présence virtuelle du futur dans le présent. Et l'être en acte, c'est une puissance actualisée, parachevée. Mais la perfection n'étant pas de ce monde, et ça c'est une expression éminemment aristotélicienne, la perfection n'étant pas de ce monde, Aristote dit il n'y a pas d'antéléchie. Moi je le prononce à la française. Une antéléchie, c'est un acte qui serait parachevé, qui serait parfaitement accompli. Mais rien n'est parfaitement accompli. Voilà. Aucun être humain n'est parfaitement humain. Aucune pomme n'est parfaitement pomme. Voilà. Elles sont plus ou moins parfaites, c'est-à-dire que l'acte est plus ou moins achevé, mais il reste toujours de la puissance. Et tout se passe comme si les choses aspiraient à accomplir la puissance la plus puissamment parfaite en elles. Bon, et Aristote se représente les choses, il y a dans le monde, dans le cosmos, une hiérarchie des êtres, et il imagine
un moteur ultime qui met tout ça en mouvement. Il parle de cause première, il parle aussi de moteur immobile. Et ce moteur immobile, c'est Dieu. Ça ressemblerait pas un petit peu au Conatus de Spinoza, là j'improvise? Ouh là là, le Conatus de Spinoza, est-ce qu'il y a de l'aristotélisme là-dedans? Le Conatus chez Spinoza, c'est la tendance à persévérer dans son être. C'est de n'importe quel organisme. Ouais, Ça m'a fait penser un petit peu à ça. oui, alors je dirais non, parce que le Conatus, c'est plutôt un principe conservateur. C'est pas un principe d'accomplissement, c'est un principe conservateur, puisqu'il s'agit de tendance à persévérer dans son être. D'accord. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, bon, que les spinozistes me pardonnent, mais chez Aristote, en tout cas, il y a clairement l'idée plutôt d'un accomplissement, d'une réalisation de ce qui est en puissance. Bon, alors je reviens brièvement à Dieu. Dieu, on pourrait dire que c'est l'acte pur. C'est-à-dire que c'est une forme sans matière. Parce que dès qu'il y a de la matière, évidemment, elle a une certaine forme. Toute matière existe avec une certaine forme et elle peut toujours devenir une autre forme. Donc, s'il y a une forme parfaitement parachevée, un acte pur, c'est nécessairement qu'on a une forme pure dénuée de matière. Une forme pure dénuée de matière, c'est de la pensée à l'état pur. Donc, Dieu, c'est de la pensée. Mais de la pensée dont la seule activité est de penser la pensée. Mais la pensée pure, tant qu'à faire. Donc, Dieu, c'est de la pensée qui se pense elle-même. Donc là, c'est quand même assez révolutionnaire parce qu'on est très très loin du mythos, d'Aphrodite, de Zeus. On est un dieu abstrait, pure pensée, conceptuel. Il va assez loin par rapport peut-être à ses prédécesseurs, non? Oui, certainement. C'est pas un dieu caractériel comme dans la mythologie. C'est pas non plus le dieu du monothéisme abrahamique. Il ne s'agit pas de prier ce dieu-là. C'est pas quelqu'un, un être surnaturel qui puisse être protecteur ou pas, se mettre en colère ou pas, que sais-je. C'est un concept qui sert à se représenter le cosmos d'une certaine manière, à s'expliquer le mouvement des choses. Et tout se passe comme si chaque chose, chaque être naturel avait en lui quelque chose à accomplir, une perfection qu'il a en puissance, qu'il n'arrivera jamais à actualiser complètement parce que il n'y a que Dieu qui est Dieu, il n'y a que Dieu qui soit parfait. La perfection n'est pas de ce monde, encore une fois. Mais tout se passe comme si chaque chose tendait vers Dieu. Et l'homme lui-même tend vers Dieu. Qu'est-ce qui est le propre de l'homme d'après Aristote? C'est la raison. Comme les végétaux, nous sommes organisés, comme les animaux, nous sommes doués d'une sensibilité, mais ce qui nous distingue et des végétaux et des animaux, c'est que chez nous, il y a une raison très développée, ce qu'il appelle le logos. Être doué de logos, ça veut dire qu'on est capable de tenir un discours rationnel, on est capable d'argumenter. L'homme est un zoon logikon, un animal doué de logos, de raison, de capacité à parler et à raisonner. Et par conséquent, le propre de l'homme étant la raison, nous avons, non pas à devenir Dieu, il n'y a que Dieu qui est Dieu, mais à nous diviniser, c'est-à-dire à participer, parce que nous en sommes capables, de ce qu'il y a de plus divin. Or, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est la pensée qui se pense elle-même. Donc, il faut, pour que l'homme accomplisse son essence, il faut qu'il développe en lui la pensée spéculative, la pensée la plus désintéressée possible. D'accord. Ok. Passons à l'éthique. La théorie des idées de Platon, qui est quand même une espèce de folie abstraite, à la fin de la vie de Platon, Aristote pensait que c'était une espèce de métaphore poétique, peut-être une lubie, et il l'a plus ou moins déboulonné. Donc, pour Platon, une idée qui nous avait un petit peu, enfin qu'on trouverait maintenant un peu stupéfiante, savoir le bien, c'est faire le bien. Ça, c'est la théorie de Platon. Et dans son éthique, Aristote n'est pas d'accord et il pense que l'homme vertueux s'accomplit dans l'action et dans la bonne mesure et la justesse. Donc ça, c'est dans les grandes lignes l'éthique d'Aristote. Est-ce que tu peux un petit peu plus élaborer là-dessus qu'on comprenne, parce que ça a l'air d'être vraiment fondateur et très différent des principes de son maître. D'accord. Il y avait deux choses dans ta prise de parole. D'abord, tu as parlé de la théorie des idées, Ouais. et ensuite de la doctrine morale. Ouais. Alors, bon, d'abord, puisqu'on a dit qu'on parlait d'éthique, d'abord quelques mots sur la doctrine morale. Effectivement, pour Platon, en tout cas le Platon
de la jeunesse et surtout de la maturité, pas de la vieillesse, parce qu'on avait déjà dit dans le podcast précédent que Platon lui-même a critiqué dans le Parménides la théorie des idées. Mais le Platon de la République, le Platon de la maturité, il considère que le bien, c'est l'idée de bien. Et donc, il y a un bien général, il y a un bien universel. Pour Aristote, non, le bien, il faut le particulariser. Le bien de Pierre n'est pas le bien d'Alex. Voilà. La meilleure version de Pierre ne sera pas la meilleure version d'Alexandre. Et chacun a un bien particulier qu'il a à accomplir. S'agissant de l'intellectualisme moral, c'est-à-dire de la doctrine selon laquelle, et ça c'est une doctrine que partagent et Socrate et son disciple Platon, il suffirait de bien savoir ce qu'est le bien pour nécessairement le pratiquer. Savoir ce qu'est le bien et le faire, c'est la même chose. C'est rigoureusement la même chose pour Socrate comme pour Platon. Aristote n'est pas d'accord. Il dit, il ne suffit pas de savoir ce qui est bien pour le faire, il faut en plus le vouloir. Et il précise même, il ne suffit pas de vouloir l'accomplir et de l'accomplir une fois. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas que j'ai été une fois dans ma vie courageux pour qu'on puisse penser de moi que je suis courageux. Et une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est un proverbe bien connu, c'est une formule qu'on doit à Aristote. Pourquoi il dit ça ? Parce que le printemps, c'est plus qu'un seul vol d'une seule hirondelle. C'est toutes les hirondelles qui volent et tous les arbres en fleurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vertu véritable, c'est pas une action vertueuse, c'est une disposition habituelle d'être vertueux. Ça s'acquiert. Et on peut le perdre. Si on ne travaille pas, on peut le perdre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Autre expression qu'on doit à Aristote et qui est devenue un proverbe chez nous. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en étant courageux, en pratiquant le courage, qu'on devient courageux. Donc, le bien chez Aristote, c'est l'habitude du bien. C'est une disposition acquise à être vertueux en toutes circonstances. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que l'être humain, pour se réaliser, devait, à l'image de Dieu, qui n'est que pensée pure, acte pur, pensée de sa propre pensée, il devait lui-même se livrer, puisqu'il en est capable, étant doué de raison, à une pensée spéculative désintéressée. Alors, pour ce faire, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se détache de certaines convoitises, de ses penchants les plus bas. C'est pour ça que, afin de cultiver la vertu suprême qu'il appelle vertu dianoïtique, qui est l'habitude de bien penser, la vertu suprême qui est l'habitude de bien penser, il faut qu'il cultive d'autres vertus. Les vertus dites éthiques. C'est ça l'éthique chez Aristote. C'est par exemple le courage. C'est par exemple la générosité. Et l'originalité d'Aristote, une des originalités, parce que tout ce que je viens de raconter maintenant, c'est original par rapport à ce que dit Platon. Donc, une énième originalité d'Aristote, c'est de concevoir chaque vertu comme un juste milieu. Mais le juste milieu, c'est pas une modération tiède. C'est pas de l'eau tiède, une sorte de compromis entre l'eau glacée et l'eau bouillante. C'est un sommet, c'est un optimum. Par exemple, la générosité, c'est une vertu, un juste milieu optimal entre deux vices. La prodigalité et l'avarice. Le courage, dont j'ai déjà parlé, c'est le juste milieu, toujours optimal, c'est un sommet entre deux vices, la lâcheté et la témérité. Et il envisage toutes les vertus selon ce modèle-là. Donc l'essentiel, c'est de comprendre qu'une vertu chez Aristote, c'est un juste milieu qui est un optimum, et la vertu véritable, c'est une disposition à faire le bien en toutes circonstances. Et contrairement à Platon, une théorie concrète, un amour de la pratique. Il faut pratiquer, il ne suffit pas d'être intelligent, d'être intellectuel et de maîtriser les concepts. Pour être vertueux, il faut faire le bien quotidiennement. Enfin, ça nous semble maintenant assez évident, mais peut-être qu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Ça, je ne sais pas ce qu'en pensait la culture grecque. Si on se sent plus volontiers aristotélicien que platonicien, après on a le droit d'être platonicien, hein, j'ai pas de problème avec ça, ça arrive à des gens très bien. C'est peut-être parce que Aristote, il a un côté, j'ai les pieds sur terre, il est plus proche du bon sens. Voilà, il est plus proche du bon sens. On est aristotélicien sans le savoir, simplement quand on écoute son bon sens, quoi. C'est l'intellectualisme moral qui est une théorie curieuse et qui devait choquer les contemporains de Socrate et de Platon. Si Socrate et Platon, à sa suite, étaient très originaux, c'est parce qu'ils étaient persuadés qu'il suffit de connaître le bien pour le faire. Je dis peut-être une bêtise, mais peut-être que cet intellectualisme moral était accepté
par les plus lettrés, les plus intellos des Grecs, de l'aristocratie grecque, mais j'imagine que le commun des mortels ne voyait pas les choses comme ça. Par exemple, si quelqu'un en 2024 me disait le communisme, c'est une belle idée, ça marche, je pourrais me dire que c'est un platonicien. C'est une idée sur le papier probablement belle, ça n'a pas marché pendant 100 ans. Si on pense en 2024 que ça marche toujours ou que c'est une belle idée, c'est une approche plutôt platonicienne. Si je suis aristotélicien, je dis ça n'a pas marché dans la pratique, ça n'a pas fonctionné, donc l'idée ne fonctionne pas. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, la différence entre l'intellectualisme moral de Platon et le côté bon sens pratique d'Aristote. Alors, tu vas nous fâcher avec du monde. Camarades syndiqués, restez avec nous. Ne vous échappez pas tout de suite. Non, mais tu vois l'idée, enfin, oui, c'est évident, enfin, c'est assez évident ce que je dis, mais... Enfin, je suis pas sûr de très bien voir, en fait. Est-ce que tu veux dire que Platon se contente d'une théorie? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Si une théorie est belle, bien ficelée, bien construite, intellectuelle, si dans le monde de l'expérience, elle ne fonctionne pas, on peut continuer de croire qu'elle est concluante. Pour moi, ça serait ça le platonisme ultime dans la sphère des idées. Tandis que si on n'est plus une sensibilité aristotélicienne, on se confronte à l'expérience, ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. Bon, d'accord. De ce point de vue-là, oui, on pourrait dire ça. Aristote est plus pragmatique et Platon est plus utopique. Et clairement, il propose une utopie dans la République. Et lui-même en connaissait le caractère utopique, hein, aussi bien dans la République que dans les lois. C'est un idéal régulateur, mais très certainement qu'aucune cité humaine, Platon devait le savoir quand même, ne peut réaliser ce modèle. Bon, alors, si tu veux peut-être dire les choses autrement, c'est peut-être plus éclairant comme ça, on pourrait dire, parce qu'en t'écoutant, je pense à la fameuse fresque du Vatican qu'on doit à Raphaël, qui représente tous les philosophes, en tout cas tous les philosophes de l'Antiquité, quelques philosophes du Moyen-Âge. Il y avait même Averroès. Je ne sais pas s'il y a un enturbané, donc il y a même l'arabo-musulman Averroès, qui lui-même d'ailleurs, quand il parle d'Aristote, il dit le philosophe. Quand vous lisez le philosophe sous la plume d'Averroès, d'Avicenne ou même de Thomas d'Aquin, ça veut dire Aristote. C'est dire l'influence de ce philosophe. Et on sait qu'au centre de la fresque, on voit évidemment les deux superstars, les deux pères de la philosophie. C'est eux qui l'ont inventé, la philosophie, c'est eux qui en ont donné la forme écrite. Platon et Aristote. Platon tient dans sa main gauche le Timée et il pointe un index vers le ciel. Et Aristote tient dans sa main gauche l'éthique à Nicomaque, donc sa doctrine morale qu'il dédie à son fils appelé comme son père d'ailleurs Nicomaque. Et il a un geste de modération du bras droit, la paume tournée vers le sol. Il indique plutôt la terre, comme s'il avait les pieds sur terre et comme si Platon était perché dans le ciel des idées. Et c'est très exactement ça. La doctrine de Platon, c'est, pour aller vite, une doctrine de la transcendance. Et celle d'Aristote, c'est une doctrine de l'immanence. Alors, la transcendance, qu'est-ce que ça veut dire, pour aller vite? Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Ça l'est, mais vas-y, explique. Ok. La transcendance, c'est deux idées. Hétérogénéité et hiérarchie. Ce qui est transcendant, c'est ce qui est à la fois d'une autre nature et d'une valeur supérieure. En ce sens-là, en métaphysique, on dit que l'esprit transcende la matière, ou que Dieu transcende le monde. Et l'immanence, c'est le contraire. Ça veut dire que, au fond, tout est du même tonneau, et quasiment, peut-être pas de la même valeur, mais bon, il y a des différences de degrés, mais pas de nature, en tout cas. Et il y a, voilà, donc, effectivement, ça a influencé l'histoire de la philosophie, hein. Sans être platonicien, on peut dire que Descartes et Kant, par exemple, sont des philosophes de la transcendance. Et sans être non plus aristotélicien, on peut dire que, pour rester dans le XVIIe siècle, quelqu'un comme Spinoza, et pour le XVIIIe, quelqu'un comme Hegel, sont plutôt des philosophes de l'immanence. Après, ça pourrait se discuter, hein, on pourrait me dire, mais quand même, il y a un esprit absolu chez Hegel. Oui, mais l'esprit, il ne s'accomplit lui-même en tant qu'esprit, précisément que parce qu'il se réalise dans des institutions humaines. Bon, on va faire du... C'est vrai que moi, modestement, j'aurais dit Hegel égale penseur de système, donc Platon. Mais toi, tu n'as pas l'air d'être d'accord, mais bon. Ben, si le critère, c'est la distinction transcendance-immanence,
Moi, j'ai l'impression que, pour rester dans l'ère moderne allemande, notre Platon, ce serait Kant, et notre Aristote, ce serait Hegel. D'accord. Les empiristes anglais sont évidemment plutôt du côté d'Aristote. Oui. Descartes, ça on comprend. Saint-Augustin et compagnie, plutôt Platon, puisque souvent on dit, Nietzsche disait que le christianisme, c'est le platonisme pour les nuls, ou un truc dans le genre. Et au XXe siècle, peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais... on a un peu l'impression qu'il vaut mieux être du camp d'Aristote en général, mais... Et si on préfère le bon sens, après on a le droit d'aimer la transcendance, c'est... Peut-être qu'il y a de la transcendance, c'est compliqué d'appréhender Là, il faudrait faire de l'ontologie. Bon, ça appellerait... peut-être qu'on fera un podcast là-dessus, parce qu'en t'écoutant dire ça, je songe à Pascal et à sa doctrine des 3 ordres. Pour lui, il y a 3 ordres de réalité, l'ordre de la matière, l'ordre des corps, où règne la force. Au-dessus, c'est-à-dire de manière transcendante, il y a l'ordre de l'esprit, mais l'esprit en tant qu'il est rationnel, en tant qu'il fait de la science. C'est l'esprit où dominent les démonstrations, où règne Archimède. Dans l'ordre du corps, ceux qui règnent, ce sont les rois, ce sont les capitaines, dit Pascal. Ce sont les intellectuels, les philosophes, les savants qui règnent dans l'ordre de l'esprit. Et l'ordre de l'esprit transcende l'ordre de la matière. Et au-dessus encore, puisqu'il est chrétien, il envisage un ordre de l'amour, c'est-à-dire un ordre de la charité. Voilà, où règne le Christ, ou les saints, etc. Et il précise que l'ordre de la charité transcende infiniment l'ordre de l'esprit. Si tu me demandes pourquoi j'aime d'un amour qui n'est pas que de convoitise, mais vraiment de bienveillance, et d'une bienveillance qui serait quasiment pure. Bon, si j'aime quelqu'un, ou si j'aime une cause charitablement, si tu me demandes pourquoi, et que je t'en donne une démonstration par A plus B, Pascal dit, ce serait parfaitement ridicule. Pourquoi ? Parce que c'est un autre ordre. Ça peut pas être mis en équation. Autant il prouve l'existence de Dieu. Mais ça, attends... Non, pas Pascal. Non, il dit qu'on a intérêt à faire le pari. Ah, le pari, c'est le pari, lui. Alors, effectivement... C'est Descartes qui prouve l'existence de Dieu. Oui, Descartes et beaucoup d'autres avant lui. Alors, c'est des preuves qui n'ont jamais convaincu grand monde, sauf si vous êtes déjà... Enfin, c'est compliqué parce que chez Thomas d'Aquin, par exemple, les preuves de l'existence de Dieu sont plutôt là pour montrer que les articles de la foi chrétienne sont compatibles avec la raison. Voilà. Et donc, c'est un effort pour montrer qu'il n'y a pas quelque chose de monstrueux. C'est pour crédibiliser la religion chrétienne. Oui. Et pour montrer que la raison qui est essentielle en nous, lui aussi, c'est un fidèle disciple d'Aristote, il est rationaliste, Thomas d'Aquin. Nos articles de foi ne font pas aussi violence à la raison en nous qu'on pourrait le croire. Bon, mais évidemment, c'est une manière d'appréhender la foi, et le christianisme en particulier. Quelqu'un comme Kierkegaard au XIXe siècle verra les choses très différemment. Pour lui, le modèle de la foi, c'est quelque chose qui est pas seulement, comment dirais-je, contraire à ce qu'on sait, mais même contraire à ce qu'on peut comprendre. Pour lui, l'acte de foi par excellence, c'est le sacrifice qu'Abraham est prêt à faire. Même si Dieu envoie son âge au dernier moment, etc. Mais ça, Abraham ne savait pas, et il était prêt à sacrifier son fils. Bon, parce que Dieu le lui a commandé. Bon, on est parti très loin d'Aristote, là. Ok, donc on est parti sur une tangente. On va finir rapidement sur son concept de justice, qui est aussi assez puissant et assez novateur. Donc allons-y. Alors puissant, je ne sais pas, parce que... à l'époque, oui, si tu veux. Ouais. Mais disons qu'on a l'impression de jouer à domicile, avec sa conception de la justice. Quand il nous parle de justice, on a le sentiment, je crois, qu'on pourrait dire la même chose. Et ça tranche avec Platon. J'en ai parlé dans le podcast précédent. La justice, pour Platon, c'est l'équilibre de l'âme. C'est une âme harmonieuse. Ça veut dire que l'injustice, c'est d'abord quelque chose dont je suis moi-même l'auteur. Je suis l'acteur de ma propre souillure quand je suis injuste. Pour Aristote, non. Pour Aristote, la justice, c'est d'abord quelque chose de social, plutôt que de psychologique. Et une injustice, c'est une crasse que quelqu'un fait à quelqu'un d'autre. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être juste pour Aristote ? Il distingue 2 types de justice, la justice distributive et la justice commutative. Pour aller vite, la justice distributive, elle est proportionnelle. Il s'agit de donner à chacun son dû, selon la valeur de la personne. Donc, l'État, par exemple, s'il est juste,
cela signifie qu'il distribue les honneurs et les charges en fonction de la compétence réelle, de la valeur des personnes. La justice commutative, elle s'intéresse aux choses. Et on n'est pas là dans la proportionnalité, mais dans l'égalité. C'est-à-dire que ta baguette de pain, tu vas la payer exactement comme tout le monde, quel que soit ton parcours de vie, quelles que soient tes vices et tes vertus. On ne va pas regarder la personne que tu es, on va regarder le prix de la chose. Et c'est égal pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre sur la justice? Oui, il insiste sur ceci que le juge qui doit rendre justice dans un tribunal, il doit faire preuve d'équité. Qu'est-ce que c'est que l'équité? L'équité, ce n'est pas l'application stricte de la loi. Il a bien compris qu'une loi, elle ne pouvait qu'être générale. Or, le juge, lui, il a jugé un cas particulier, d'une personne particulière qui a agi dans une circonstance particulière. Et il faut toujours qu'il aille voir du côté des circonstances, qui sont soit atténuantes, soit aggravantes, pour appliquer la loi avec justesse. Alors, la langue française est très parlante là-dessus, puisque l'adjectif « juste » peut signifier aussi bien la justice que la justesse. Et on le comprend bien dans le cas d'un juge qui a à traiter un dossier particulier. Il ne peut juger avec justice que s'il est capable de juger avec justesse, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les circonstances. Et à ce moment-là, il sera équitable. C'est le premier à dire peut-être que la bonne justice, c'est celle qui réconcilie l'universel et le particulier. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, si tu veux. Ouais. Et en même temps, on comprend pourquoi, à ses yeux, la vertu suprême, c'est la vertu dianoétique, c'est-à-dire la connaissance. Parce que tu vois bien que pour savoir ce qui est vraiment vertueux, il faut d'abord savoir les choses. Il faut y voir clair, quoi. Il faut avoir les yeux en face des trous, être capable d'appeler un chat. Et je ne peux pas savoir ce qu'est mon bien à moi et ce qu'est le bien des autres si je n'ai pas des capacités spéculatives qui peuvent me permettre de comprendre ce que c'est que le bien de X et le bien de Y. Donc, au principe de l'équité, au principe de la phronésis, de la prudence, de celui qui sait agir avec une intelligence pratique, il y a de toute façon une certaine perspicacité, une certaine lucidité, une capacité à voir les choses dans leur essence, c'est-à-dire une capacité de connaissance. C'est la vertu suprême, la vertu dianoétique, la capacité de penser les choses telles qu'elles sont. Mais pour ça, il faut que je calme mes passions. D'où l'importance des vertus éthiques. Bon, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Et voilà, la boucle est bouclée. Ok. Merci Alexandre. Je t'en prie.